Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de ce vol BOAC 781. Je m'appelle Charles et je serai votre commandant de bord le temps d'une vidéo pour retracer l'histoire de ce vol qui était un petit peu comme prédestiné au crash, au vu de ce qu'il avait déjà subi justement. Alors attachez vos ceintures et abonnez-vous, on décolle tout de suite. V1. Rotation. Nous sommes le 10 janvier 1954 à l'aéroport de Rome. Le De Havilland DH-106 Comet, on va l'appeler le Comet, s'apprête à décoller de l'aéroport de Rome. Une petite chose à savoir sur le Comet, c'est en effet le tout premier avion à réaction de l'histoire de l'aviation civile. On verra si on vous fait une vidéo dessus ou pas. En vrai, je pense que ça va être compliqué, mais dites-moi dans les commentaires. En fait, parce que si je vous fais une vidéo sur un avion, c'est que j'ai trouvé un endroit où il y avait cet avion. Cet avion qui peut accueillir peu de monde, entre 36 et 44 personnes pour le Comet 1 et entre 74 et 81 pour le Comet 4. Bon, c'est déjà un petit peu mieux, j'avoue, ok. Il avait quand même 4 réacteurs pour un avion qui transporte moins de 50 personnes. Dans sa première version, bon, c'était déjà l'un des meilleurs avions de l'époque, hormis de crash auparavant, voilà. Bon. D'ailleurs, la compagnie BOAC, qui veut dire British Overseas Airways Corporation, c'est une compagnie anglaise. Bah oui, British, bon voilà. Car en effet, le vol BOAC doit rejoindre la ville de Londres. À 10h30, le Comet s'envole pour Londres depuis l'aéroport de Rome. Sauf que cet avion, le Comet de chez De Havilland, a une petite particularité. Comme c'est un avion à réaction, avec des turboréacteurs et non pas des turbopropulseurs, les hélices, il vole à 800 km/h, contre à peine 450 pour des avions à hélices. Du coup, il peut monter à 12 000 mètres d'altitude, mais il faut le pressuriser. Et tu le sens venir là. Mais à 10h51, alors que le commandant de l'avion contacte le commandant d'un autre avion, turbopropulseur, qui volait moins vite, afin de lui donner quelques infos météo, une importante déflagration frappe la partie supérieure du Comet. S'ensuit alors une désintégration de l'avion en plein vol qui se fragmente en plusieurs morceaux alors qu'il est encore dans les airs. Sauf que l'avion n'a plus de cockpit, il s'est barré s'il en avait marre. Voilà. Et les passagers qui restent au niveau des ailes vont soit tomber, soit être brûlés vivants. Parce qu'en effet, au niveau des ailes, il y a le kérosène, les réacteurs, et tout ça s'enflamme, et ça fait un brasier absolument gigantesque. Soit ils vont être noyés. Il y a le choix, perso, je prends aucun des trois, du coup, parce que, voilà, je prends le choix d'arriver à bonne destination, moi. L'avion est en feu au niveau de ses réservoirs de carburant. Après, moi, je vous dis ça, mais vu ce à quoi il est condamné, c'est un petit détail, parce que vous l'avez deviné, c'en est terminé pour le vol BOAC 781. À l'aéroport de Rome, impossible de contacter le Comet, qui plonge dans l'eau, sous le regard ahuri des pêcheurs du coin. Bon, c'est rapide, je sais. Maintenant, tu sais ce qu'on va faire ? On va voir ce qui s'est passé, comme d'habitude. On va pas rester là comme ça, voilà, c'est justement ça ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? En fait, ça va vous rappeler un autre vol dont on a parlé tout au début de l'aventure de cette chaîne, le United Airlines 811. Je t'invite à aller regarder la vidéo après celle-ci d'ailleurs. Alors déjà quand même, si 2 crashs de cet avion ont eu lieu avant le crash de celui-ci, un autre Comet tombe en avril 1954. Enfin, un avion de la même compagnie. Mais là, on va parler du BOAC 781. On parlera de l'autre dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire parce que les conditions sont quand même relativement proches. Déjà, on note qu'il y a eu une explosion à l'avant de la cabine. Ce qui a foutu tout simplement un gros bordel en réalité dans l'avion, avec une dépressurisation violente, on y revient juste après. Déjà, la structure de l'avion n'était pas forcément les plus costauds. Le fuselage en aluminium ne fait qu'un demi-centimètre d'épaisseur, avec un minimum de rivets pour essayer d'économiser du poids du coup. Mais sauf que économiser du poids et que faire des économies en général, de toute manière, sur un avion, sur le confort, à la limite ça se fait, il y a certaines compagnies qui le font, sur la sécurité, non. Justement, tout vient un petit peu de là, c'est-à-dire que l'avion avait une carcasse trop mince et cet aluminium n'était pas assez solide et épais. Et à force de pressurisation, dépressurisation, compression, décompression à répétition, il finit par s'user et avoir quelques fissures. Normal, l'avion, quand vous volez du coup à 12 000 mètres d'altitude, il y a une grosse pression à l'intérieur qui est environ 2,5 fois supérieure à la pression ambiante, parce que tout simplement il faut avoir une pression de l'air pour pouvoir respirer, sinon vous n'avez pas d'air et puis vous vous étouffez du coup. Sauf que, bien évidemment, pendant que les fissures se formaient petit à petit, l'aluminium restait intact, enfin, en apparence. Il n'y avait pas de trou d'air dans l'avion, et c'est une fois que les fissures ont lâché, que l'avion a subi ce qu'on appelle dans le domaine une décompression explosive. Et oui, on l'avait déjà vu dans la vidéo sur le United Airlines 811, mais forcément une décompression explosive ne laisse pas place à beaucoup de chances pour faire atterrir un avion. En fait, c'est un petit peu comme dans une cocotte minute, c'est sous pression, c'est-à-dire qu'en fait c'est un endroit avec moins de pression à l'extérieur et beaucoup plus à l'intérieur. Du coup, on appuie sur l'avion en quelque sorte le fuselage. Sauf que la pression, en fait, elle revient à la normale au fur et à mesure. C'est-à-dire que l'avion se pressurise et se dépressurise automatiquement en fonction de la pression atmosphérique ambiante. Sauf que l'avion, en fait, on pousse rarement
de l'extérieur vers l'intérieur. Par contre, on pousse souvent de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui le déforme un petit peu. À cause de mauvaise conception physique, les contraintes techniques sont bien plus violentes au niveau des endroits fragiles comme les hublots, les portes. Surtout les hublots qui ne sont pas fixés comme ils devraient l'être, à savoir avec des rivets au lieu d'être collés. Ce qui endommage le métal, car on fait des trous à des endroits de fortes contraintes physiques justement, et c'est pas du tout une bonne idée. À cause d'une micro-fissure ridicule qui s'est aggravée jusqu'à la rupture, l'avion a fini par s'endommager jusqu'à la décompression explosive en plein vol. Ce qui d'ailleurs a précipité la fin du comète, car non, ce n'est pas le seul avion qui s'est crashé à cause d'un tel problème. Il y avait déjà eu 2 crashs avant justement, et on a eu encore un après, et c'est bien là le souci justement, la suprématie anglaise s'est vite arrêtée. Voilà chers passagers, j'espère que cette histoire vous a plu. Petit pouce, petit aileron comme d'habitude, on s'abonne et dites-moi en commentaire de quoi vous voulez parler dans une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez détacher vos ceintures, on se retrouve très rapidement. J'en profite aussi pour vous redire, comme d'habitude, que je ne suis pas pilote, pas commandant de bord, que je ne travaille dans aucune compagnie aérienne, même pas dans le milieu de l'aéronautique. Je suis juste un passionné qui a envie de vous partager sa passion. À mardi prochain, 17h30, salut!